Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Arnold dans lequel je te présente la petite boîte du jeu Ice. Ice, c'est un jeu compétitif qui va se jouer de 2 à 4, 4 ou 5, 2 à 5 joueurs. Il y a également un mode solo, c'est un jeu dans le fond d'exploration. On va avoir un énorme plateau glacial avec plein de tuiles sur lequel on va se promener avec nos chefs d'expédition, nos archéologues, et on va tenter d'explorer cette zone glaciale-là pour aller chercher des artefacts qui vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Donc, c'est un jeu qui a une production quand même assez particulière. Je vais vous montrer ça quand je vais vous expliquer le jeu. Fait qu'on va faire comme d'habitude. Je t'explique comment on installe le jeu, je t'explique comment on y joue, je reviens à la fin et te dire ce que j'en ai pensé. Donc, au niveau de la mise en place, la première chose qu'on va faire, c'est de construire notre plateau de jeu. On va avoir besoin de séparer les différentes tuiles du jeu en 5 piles, de plus en plus petites, plus on va dans le foncé, fait qu'on a les piles qui vont aller au fond du plateau, puis on va monter d'un étage à chaque type de couleur. Plus on est pâle, plus on est en haut. Et on a une petite pile de tuiles, les piles flocons. Les tuiles flocons qu'on va mettre de côté en début de partie, on les reconnaît avec l'icône de flocon au centre de la tuile. Donc on va commencer par trier ça. Et on va les placer sur notre plateau principal. Le plateau principal il est composé de 4 morceaux qui sont magnétisés, qui ressemblent à ceci comme ceux-ci. Fait qu'on fait juste les assembler en respectant les limites. Et on va aller placer nos choses. On va commencer par la pile du fond. On s'assure de les mettre sur le côté recto. Fait que là, il y a plein d'images de l'autre côté. On s'assure de les mettre du côté caché. On mélange ça et on place ça. Quand c'est fait, on continue avec la pile suivante. Et ainsi de suite. Et quand c'est fait, on va aller repérer la tuile de campement principale, qui est le campement de départ, qui est cette tuile ici avec les personnages qui sont dessus. On va aller placer un campement, une espèce de petite pyramide. Et on va repérer toutes les tuiles de tunnel, fait que les tuiles qui ont cette icône-là, comme ceci, et on va aller mettre un explorateur, un archéologue sur chacune de ces tuiles-là. On va également placer un archéologue au même endroit où on a placé notre premier campement. Près du plateau de jeu, on va avoir différentes cartes à aller placer. Premièrement, on va avoir un deck de journal de bord à brasser, on garde ça face cachée. On va avoir un deck de requête à brasser, on garde ça caché. Et on va avoir un deck de décret à préparer. Du deck de décret, on va piger 3 cartes au hasard. C'est des objectifs de fin de partie qu'on va essayer de cibler. On va aller les placer pour que tout le monde les voit bien. Et on va se faire une place pour le reste du matériel. Fait qu'on a des points de victoire, des 1, des 5, les tuiles flocons que j'ai déjà mis de côté. On va avoir un sac pour faire une défausse pour les tuiles en cours de partie. Les archéologues restants, les campements, les espèces d'animaux sauvages. Et des tuiles de points d'activation supplémentaires. Au niveau de la mise en place personnelle, chaque joueur va avoir à se choisir l'une des factions qui vient dans le jeu. Quand on va avoir choisi sa faction, elle vient avec un chef explorateur qu'on va placer sur son plateau de jeu en commençant. On va avoir un marqueur qui permet de déterminer le nombre de points d'action qui nous reste. On va le placer sur le 5 pour commencer la partie. Chaque faction va également avoir dans le coin en haut à gauche une zone qui indique avec combien de points de victoire on va commencer la partie. Dans le cas des navigateurs, ils commencent avec 2 points de victoire. On va pouvoir les placer dans une réserve personnelle. Du deck de requête, chaque joueur va ensuite piger 4 cartes de ce deck-là, va les regarder, va en choisir 2 qu'il va essayer de faire pendant la partie, va défausser les 2 autres de façon visible, dans une pile face visible à côté du deck de requête. Ces cartes-là, il va les garder cachées à côté de lui. Il va tenter de les faire pendant la partie pour marquer des points de victoire supplémentaires. Quand tout ça est fait, il reste à déterminer le premier joueur à qui on va donner ce pion-là. C'est le dernier joueur à avoir touché de la glace. Et une fois que ça c'est fait, on peut donner un aide de jeu à chacun des joueurs. Et on est prêt à commencer la partie. Donc, quel est l'objectif du jeu Ice? C'est d'aller explorer ce territoire désertique et glacial. Pour explorer ça, on va aller révéler différentes tuiles un peu partout, puis on va aller creuser de plus en plus profond à l'intérieur. On va aller ramasser des artefacts qui vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie. On va tenter, à la fin de la partie,
de remplir le plus grand nombre de décrets possible. On va tenter de remplir le plus grand nombre de requêtes personnelles possible. Et on va savoir que la partie se termine d'une de deux façons. Si à force de creuser, on révèle l'une des tuiles qui est au fond du plateau de jeu, fait que la 5e couche de profondeur, et qu'on la révèle complètement. Quand je dis complètement, par exemple, si je prends cette tuile-là, elle n'est pas encore révélée complètement, mais si je fais ceci, elle est révélée complètement. Si on révèle complètement la tuile du fond, l'une des tuiles du fond, peu importe laquelle, ça déclenche la fin de la partie. Chaque joueur joue un tour supplémentaire incluant celui qui a révélé la tuile du fond et on termine la partie. Sinon, on a un deck journal de bord. On va révéler une carte à toutes les manches de jeu sauf la première. Si on révèle la dernière carte, ça indique que c'est la dernière manche de jeu. À la fin de cette manche-là, on va également faire un décompte de points. Et celui qui en a le plus va remporter la partie. Maintenant, comment fonctionne un tour de jeu? Un tour de jeu, on va suivre les étapes qui sont ici. On va toujours commencer par une phase de préparation que je vais détailler plus en détail dans quelques instants. Le premier tour de jeu, la première phase de jeu complète, on va sauter les étapes 2 et 3. On va faire juste l'étape 1. Ensuite, chaque joueur va faire une phase d'exploration. On va prendre des actions à tour de rôle jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. Et on reprend avec une nouvelle phase de préparation pour le tour suivant. Fait qu'on va voir dans le détail qu'est-ce qu'on fait dans une phase de préparation, qu'est-ce qu'on fait dans une phase d'exploration. Donc, la phase de préparation. Première chose qu'on fait dans la phase de préparation, généralement, on va être à 0 point d'action à ce moment-là. On va se ramener à 5 points d'action. Si on a sur notre plateau de jeu un jeton comme ça ici, on va défausser ce jeton-là, puis on va donner un point d'action supplémentaire. On ne peut pas avoir 2 jetons comme ça, on peut en avoir juste un. Donc, à ce stade-ci du jeu, on peut avoir un maximum de 6 points d'action. Deuxième chose qu'on va faire, on va réinitialiser nos artefacts, puis on va réagencer nos artefacts prismatiques si on le veut. Réinitialiser les artefacts, ça veut dire qu'on va ramasser des artefacts sur ces piles-là tout au long de la partie. D'une façon que je vais vous expliquer un peu plus tard, on peut tourner un artefact pour gagner un pouvoir quelconque. Si on le fait pendant notre tour précédent, on va avoir un artefact qui est face cachée. Tous les artefacts qui sont face cachée, on va les ramener sur leur face visible, comme ça, ici. Si jamais on a des artefacts qui sont prismatiques, fait que des artefacts qui sont joker comme ça ici, à ce moment-là de la partie, on pourrait décider de les changer de place, fait que de les envoyer sur une couleur différente. On peut faire ça au début de chacun des tours de jeu. Finalement, on va passer le pion premier joueur à un joueur différent. Fait que si j'avais le pion premier joueur, je le passe au joueur suivant. Et on va révéler la carte journal de bord pour le tour en cours. Fait que c'est une carte événement. On va tout simplement appliquer l'événement pour le tour en cours. Ça va faire différents effets de jeu qui peuvent être positifs, négatifs, neutres sur le plateau de jeu. Je précise que les étapes 2 et 3, on va les sauter au premier tour de jeu. Au premier tour de jeu, on fait juste se placer à 5 points d'action, tout simplement, puis on est prêt à commencer la partie. On n'aura pas d'artefact, évidemment, au premier tour de jeu, fait qu'on n'a pas à les réinitialiser. On ne peut pas avoir de jetons comme ça ici au premier tour de jeu, puis on ne révèle pas de carte journal de bord sur le premier tour de jeu. Quand on arrive dans la phase d'action, les joueurs vont pouvoir, à tour de rôle, dépenser 1 à 2 points d'action en prenant des tours consécutifs dans le sens horaire. Ce que je veux dire, c'est que chaque joueur va donc avoir un plateau comme ça. Quand c'est à moi de jouer, je peux prendre des actions totalisant un maximum de 1 ou 2 points d'action, puis ensuite, c'est au joueur suivant à jouer. Quand ça revient à moi, je peux dépenser encore une fois 1 ou 2 points d'action, puis ça va revenir à moi comme ça ainsi jusqu'à temps que j'ai dépensé tous mes points d'action. Quand j'ai fini de dépenser tous mes points d'action, on arrive dans une phase de fin de phase d'exploration. Il y a un petit quelque chose qui se passe que j'expliquerai dans quelques instants. Pour l'instant, on va aller expliquer qu'est-ce qu'on peut faire à chaque fois que c'est à soi avec notre ou nos 2 points d'action. Première action qu'on peut faire pour 1 point d'action, on peut déposer un camp, on peut construire un camp. Quand on construit un camp, on prend un camp, on le place où on veut et on va aller placer son chef en même temps, son chef d'expédition sur le camp. Ça va nous donner donc notre premier accès avec notre chef d'expédition. C'est un des personnages les plus importants qu'on va avoir sur le plateau. Quand je construis un camp, je dois le construire sur une tuile qui est entièrement découverte. Le joueur suivant, par exemple, ne pourrait pas construire un camp juste ici en lui plaçant son personnage parce que la tuile n'est pas entièrement découverte. De la même façon, on ne peut pas placer un camp sur un endroit où il y en a déjà un. Mais, mis à part ça, on place ça où on veut. Deuxième action qu'on peut faire, on peut faire l'action d'appeler. Appeler, c'est qu'on va prendre un archéologue de la réserve et on va le placer sur un camp de notre choix. Ça coûte également 1 point d'action. Dans ce cas-ci, il y aurait 3 camps qui sont disponibles. Les camps sont à tout le monde.
Je peux également, pour une action, l'action d'appeler pour un point d'action, prendre mon chef de clan, mon chef d'expédition, et le déplacer sur n'importe quel camp qui est sur le plateau de jeu. Encore une fois, je répète, les camps sont à tout le monde, comme les archéologues d'ailleurs. Fait que je pourrais téléporter mon chef d'expédition où je le veux, tant qu'il finit sur un camp. Troisième action que je peux faire une action de déplacement. Je vais donc prendre mon chef d'expédition et je vais le déplacer sur le plateau de jeu. Quand je prends mon chef d'expédition, il peut amener avec lui jusqu'à 3 archéologues de la case où il se déplace. Ça coûte un point d'action se déplacer d'une case à l'autre. Je ne peux franchir ces espèces de crevasses-là. Donc, si j'étais comme ça ici, pour un point d'action, je ne pourrais pas aller sur cette case-là. Il faudrait que je prenne 2 points d'action pour passer comme ça ici, pour éviter la crevasse. Et si je le voulais, je pourrais amener mes ouvriers avec moi, mes archéologues avec moi dans le déplacement. Pour pouvoir me déplacer, mes tuiles doivent également être adjacentes. C'est clair quand c'est sur le même niveau, mais on parle de quoi quand on parle d'adjacence sur des niveaux différents? Ben, c'est une différence d'un niveau. Fait que le chef d'expédition qui est ici pourrait se déplacer ici. Par contre, on doit toucher par une face qui est orthogonale, pas par un sommet. Donc, si mon chef d'expédition qui était ici pour un déplacement, il ne pourrait pas aller là parce qu'il touche à cette tuile-là juste par le sommet. Par contre, en prenant 2 points d'action, il pourrait faire 1, 2 comme ça ici, ça il aurait le droit. Je peux ensuite, pour un point d'action, faire l'action de requête. Donc, quand je fais l'action de requête, je m'en vais dans le deck de requête, le même qu'on avait en début de partie. Je pige 3 cartes, j'en choisis une des 3 que je garde et j'ajoute à ma main de requête. Les 2 autres seront défaussés, face visible, juste à côté du paquet. Pour un point d'action, je peux faire l'action de planification. Je vais donc aller chercher le jeton de planification duquel j'ai déjà parlé. Ce que ça veut dire, c'est que je vais dépenser un point d'action de moins ce tour-ci, mais au prochain tour, je vais avoir une action de plus. J'ai également le droit de me surmener. Si je me surmène, ça me coûte 1 point de victoire. Je dois donc prendre un point de victoire et je le retourne à la réserve. Qu'est-ce que ça me donne surmener? Ben, ça me permet de dépenser à ce tour-ci 3 actions au lieu de 2. Je ne la gagne pas gratuitement cette action-là, je dois quand même l'avoir sur mon plateau de jeu personnel. Fait que ça me permettrait dans ce cas-ci, j'ai le droit de dépenser normalement 1 ou 2 actions pendant mon tour, mais là je pourrais en dépenser jusqu'à 3 parce que j'ai sacrifié un point de victoire. Et ensuite je passe la main au joueur suivant, comme à l'habitude, une fois que j'ai dépensé mes 3 points d'action. Fait que ça me permet, si je suis dans une position sur le plateau, j'ai vraiment besoin de faire une action spécifique avant que le prochain joueur joue, ben, j'ai le droit de dépenser un point de victoire pour me surmener. Et on va avoir l'action la plus importante du jeu, l'action de fouille. L'action de fouille, c'est elle qui va me permettre d'aller chercher des tuiles sur le plateau de jeu. Pour faire une action de fouille, le coût de base, c'est de 3 points d'action. Fait qu'on comprend que je ne peux pas le faire normalement, parce que je peux dépenser un maximum d'1 ou 2 points d'action par tour de jeu. Si je veux faire une action de fouille sur une tuile où il y a des montagnes ou sur une tuile où il y a un campement, le coût est encore plus élevé. On parle d'un coût de 4 points d'action. Par contre, le coût est réduit de 1 pour chaque explorateur qui est sur la tuile. Explorateur dont les chefs d'expédition, dont les archéologues. Même les chefs d'expédition des autres joueurs comptent parmi les explorateurs pour moi. Fait que si par exemple j'étais comme ça ici, ben, il y a 4 explorateurs sur cette tuile-là. Si je suis le joueur bleu, je pourrais faire une action de fouille et elle me coûterait 0 point d'action. Normalement, il en coûte 4 à cause du campement, mais il y a 4 explorateurs sur la tuile, ça me coûte donc 0 point d'action. Si on a une combinaison campement sur une phase de montagne, c'est quand même un maximum de 4 points d'action pour la tuile. Donc, disons, si j'étais dans cet exemple-ci, je veux faire une action de fouille, elle me coûte 3, j'ai 3 ouvriers, donc ça me revient un total de 0. On va enlever les ouvriers, on va enlever la tuile du plateau de jeu, on voit même des petits défauts de jeu, ne sont pas toujours faciles à prendre. Et là, on va avoir 2 types de tuiles qu'on va ramasser pendant la partie. Si, comme dans l'exemple que je viens de faire, on ramasse une tuile neige, toutes les tuiles neige ont un pouvoir qu'on va pouvoir dépenser pendant la partie. On va se faire une main de tuiles au fur et à mesure que la partie avance. Fait que si plus tard dans la partie, je ramasse d'autres tuiles de neige, toutes les tuiles neige sont associées à un pouvoir. Elles ont toutes des pouvoirs différents. Il y a plusieurs tuiles qui reviennent dans plusieurs exemplaires, puis je vais pouvoir les dépenser plus tard. Dépenser ces tuiles-là, c'est toujours 0 point d'action. Il va y avoir généralement des conditions. Ici, je peux dépenser un point de victoire pour faire ça ici. Je peux construire gratuitement sur une tuile de neige. Je peux défausser une tuile de neige face cachée s'il n'y a pas de campement dessus, des trucs comme ça. Si j'ai déjà 4 tuiles de neige en main, j'ai atteint ma limite. Si je pourrais en obtenir une 5e dans mes mains, bien, je vais avoir à défausser. J'ai une limite de 4 tuiles de neige que je peux avoir en main. Le deuxième type de tuile sur lequel je pourrais fouiller pour gagner la tuile, c'est les tuiles artefacts. Si je veux fouiller sur des tuiles artefacts, c'est les premières tuiles qui potentiellement vont être recouvertes. Pour avoir le droit de fouiller sur une tuile artefact, elle doit être recouverte par maximum une tuile. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais la fouiller. Si elle avait été placée, disons, comme ça ici,
je vais placer ça comme ça ici, ben là, j'aurais pas pu fouiller cette tuile-là parce qu'il y a 2 tuiles qui sont dessus. S'il y a juste une tuile sur une tuile artefact que je veux fouiller, cette tuile-là, je vais tout simplement la défausser et mon sac de tissu que j'avais en début de partie va servir à ça. Toutes les tuiles défaussées du jeu, on va les mettre là-dedans. Une fois que j'ai fouillé, ben, je vais aller prendre la tuile qui est juste en dessous, je vais la tourner et je vais venir la placer sur le plateau de jeu qui correspond au même icône que j'ai trouvé. Fait que dans ce cas-ci, je viens de trouver ma première tuile de cette couleur-là, je vais aller la placer sur mon plateau personnel. Peu importe ce que j'ai fouillé, après avoir fait ma fouille, je dois replacer les ouvriers qui ont servi à faire cette fouille le plus équitablement possible entre les différentes zones qui ont été révélées. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y en a 3 et, à part à la surface, on va compter le bord du plateau. Ça, c'est pas une tuile, c'est le bord du plateau. Ça, c'est des tuiles. On voit qu'elles bougent un peu. Puis, je vais les séparer comme jeu tant que c'est équitable. Fait que dans ce cas-ci, il faudrait que je mette un archéologue sur chacune des zones et mon chef d'expédition sur l'autre. S'il y avait déjà eu, pour quelque raison que ce soit, des ouvriers qui étaient en dessous au moment où je fais mon excavation, je dois en tenir compte quand je fais ma séparation. Fait que je pourrais en mettre par exemple 2 ici, 1 là, 2 ici, 1 là, comme je le veux, en autant que c'est réparti le plus équitablement possible. S'il y avait un campement, au moment où j'ai fait mon excavation, ça m'a coûté un point d'action de plus, puis mon campement, je vais le replacer sur l'une des zones en dessous, mais je ne peux pas le placer, lui, sur le bord du plateau. Fait que donc, il faudrait que je le place sur l'une des zones qui est sur l'une des tuiles qui a été révélée ainsi. Dernière chose que j'explique, quand on va faire des fouilles, il va y avoir une règle d'effondrement. Si après avoir fait une fouille, on se retrouve avec une tuile qui est collée sur le bord du plateau qui ne touche à aucune autre tuile de son niveau, cette tuile-là va s'effondrer. Fait qu'on va la défausser, on va la mettre dans le sac de tuiles. De la même façon, si après avoir fait une fouille, disons que j'étais ici, donc je fais une fouille qui me coûte 0, fait que j'enlève ça, je mets ça sur mon plateau personnage, je redistribue mes bonhommes en dessous comme je le veux le plus équitablement possible. J'ai une tuile qui se retrouve collée à une seule tuile du même niveau et qui ne touche pas au bord, fait qu'elle touche juste à elle, elle ne tient plus, elle s'effondre, elle est défaussée, on la met dans le sac également. Fait que ça, c'est les 2 règles d'effondrement qu'il va y avoir. Et finalement, la dernière action que je peux faire, c'est de mettre fin à mon tour de façon prématurée et envoyer un artefact supplémentaire à la cité dans la phase de fin de journée. Ça, je vais y revenir dans quelques instants. On se rappelle pour l'instant que si je fais cette action-là, je prends donc un point d'action. Je me fais à mon tour, fait que s'il m'en restait, je les perds. Et je m'en vais dans ma phase de fin de jour, mais je vais pouvoir envoyer un artefact de plus. Et finalement, j'en ai déjà parlé, pour 0 point d'action, on peut jouer les tuiles neige qu'on va avoir dans sa main pour aller bénéficier des différents effets qui sont imprimés sur ces tuiles. Et c'est littéralement tout au niveau du tour de jeu. Fait que dans la phase d'exploration, c'est toutes les actions qu'on peut faire. Fait que au prochain tour, le noir peut-être qu'il va prendre une action s'en aller ici, puis ensuite il va lui aussi fouiller dans cette zone-là, étant donné qu'il y a 3 ouvriers, il va ramasser la tuile dans sa main, il va séparer ses ouvriers dans les 3 zones qui sont adjacentes, ensuite ça revient au tour du joueur bleu, disons qu'il prend une action pour aller là, une action pour aller ici, il traîne un E avec lui. Comme il y a 4 ouvriers sur cette zone-là, ça lui permet de fouiller gratuitement. Fait que cette tuile-là est défaussée, elle s'en va dans le sac de tuiles. Il va gagner cette tuile-là qu'il va acheter dans sa zone. Comme c'est une tuile prismatique, il la place sur la couleur de son choix. Et finalement, il va séparer ses ouvriers le plus équitablement possible en dessous de la tuile qu'il vient de vérifier. Ça y a pris ses 2 points d'action, donc c'est au tour du joueur suivant. Puis on continue comme ça. Quand on n'a plus d'action, ben, on arrive dans notre phase de fin de journée. Dans notre phase de fin de journée, on peut décider à ce moment-là d'envoyer des artefacts à la ville. On peut en envoyer jusqu'à 3. Si on décide d'envoyer des artefacts, on va les enlever de son plateau personnel et on va les gagner en points de victoire, le nombre d'animus ou d'anima que cet artefact vaut, c'est-à-dire le nombre de points de cercle en bas à droite de l'artefact. Fait que si par exemple je décidais d'envoyer ces 2-là, ben, je vais les mettre face cachée près de mon plateau de jeu. Je vais aller chercher 2 points de victoire parce qu'il valait 1 chaque et je vais aller les mettre ça dans ma réserve. Ces artefacts-là vont compter pour les points de victoire en cours de partie parce que je viens de les faire. Puis c'est ces artefacts-là qui vont également m'aider à faire les cartes requêtes et les cartes décrets, qui sont les objectifs de partie, pour faire les points de victoire. Les cartes qui sont sur mon plateau de jeu, je ne pourrai pas les marquer de quelque façon que ce soit en fin de partie. J'avais précisé dans la phase d'exploration qu'on pouvait prendre une action pour envoyer un artefact de plus. Si je l'ai fait, ben, je vais pouvoir, au lieu d'en envoyer 3, je pourrais en envoyer jusqu'à 4. Mais si j'ai pris cette action-là, ça a mis fin à ma phase d'exploration. Fait que généralement, on va le faire avec sa dernière action. Et là, à ce moment-là, généralement, on se dit, fait que pourquoi j'enverrais pas 3 artefacts à la fin de chacun de mes tours de jeu tout au long de la partie? Parce que pendant la partie, les artefacts me donnent accès à des pouvoirs.
Si on a une valeur de 2 animaux d'un même artefact, par exemple, si je regarde mes artefacts blancs, on voit que j'ai au total une valeur de 2 d'animaux, fait que j'ai 2 points d'artefacts blancs. Dans l'exemple que j'ai fait, j'ai 2 points de toutes les couleurs, sauf du vert, parce que j'ai décidé de mettre mon prismatique dans le rouge. Et j'ai 2 points ici dans le jaune, parce que cet artefact-là, à lui seul, vaut 2 points. Donc, si on a 2 points d'anima dans une couleur d'artefact, on peut déclencher des pouvoirs spéciaux. Il y a un pouvoir qui est associé à chacun des 5 artefacts et ils sont résumés de l'autre côté de mon aide de jeu. Donc, si je veux activer le pouvoir rouge, ce que je vais faire, je peux l'activer une fois par tour. Je vais tourner le premier artefact de la pile pour montrer que ce pouvoir-là a été utilisé. Et je peux détruire une tuile qui est adjacente à mon chef d'expédition. Fait que si mon chef d'expédition il était ici, par exemple, je pourrais dire, ben tiens, je détruis cette tuile-là. Il peut y avoir un paquet de raisons stratégiques pour lesquelles je voudrais faire ça. Peut-être que je voudrais explorer la tuile qui est ici, mais que j'ai pas le droit vu qu'elle est recouverte par 2 tuiles. Fait qu'en détruisant cette tuile-là, ben, ça me permet de l'explorer maintenant. Si j'avais assez d'ouvriers pour le faire, peut-être que je peux même l'explorer gratuitement. Si j'active l'artefact bleu, fait que si j'active le pouvoir de l'artefact bleu, je vais tout simplement gagner 1 point d'action. C'est de cette façon-ci qu'on peut potentiellement se rendre jusqu'à 7 points d'action au début de son tour de jeu. Si on avait cette tuile-là au début de son tour, on a monté à 6, puis si on commence son tour en activant ça, ça va me monter à 7. Si j'active le pouvoir de l'artefact vert, ça me permet de récupérer une tuile qui est sur le point d'être défaussée. Fait qu'on voit par exemple dans l'exemple que j'ai fait il y a quelques instants, si j'avais utilisé le pouvoir de l'artefact rouge pour défausser une tuile qui est adjacente à mon chef d'expédition et que j'active le pouvoir de la tuile de l'artefact vert en même temps, bien cette tuile-là, au lieu de la défausser dans le sac de tuiles, je la gagne. C'est la même chose si j'avais défaussé un artefact en utilisant un pouvoir ou parce que j'ai creusé en dessous ou parce que cette tuile-là ne tient plus. Bien, si je utilise mon pouvoir vert puis je récupère un artefact, bien, il s'en vient tout simplement sur mon plateau de jeu personnel. Si j'active le pouvoir de l'artefact jaune, ben c'est après une fouille. Fait que si par exemple ici, lui, j'ai dit que je fouille celle-là, fait que je gagne cet artefact-là que je place dans ma zone de jeu. Je redistribue le plus équitablement possible les bonhommes juste en dessous. Ben, après avoir fait ça, en utilisant le pouvoir jaune, je peux prendre un archéologue de la réserve et le placer sur mon chef d'expédition. Finalement, si j'active le pouvoir de l'artefact blanc, je peux regarder où se situe mon chef d'expédition et attirer vers lui un archéologue de chacune des tuiles qui est adjacente. Fait que ça peut potentiellement me permettre ensuite de faire une fouille à 0, étant donné que maintenant, cette tuile-là, j'ai baissé son coût d'action à 0. Puis après, on se rappelle que quand je fais ça, je dois séparer le plus équitablement possible les archéologues sur la tuile inférieure. Et on comprend mieux maintenant aussi pourquoi dans la phase initiale de préparation, je peux déplacer mes artefacts qui sont prismatiques. On voit ici, si j'ai un artefact de différentes couleurs, j'ai aucun pouvoir qui est actif en décidant cet artefact-là dans quelle couleur je vais le placer. Ça va me déterminer le pouvoir que je vais avoir auquel je vais avoir accès pour le tour. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on va continuer ça jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de la partie. La fin de la partie va arriver soit au 7e tour de jeu, la 7e phase de jeu complète, dis-je, donc la 7e manche. À chaque manche, on se rappelle qu'au début, sauf la première, on va révéler une carte de ce deck-là. Fait que si on révèle la dernière, on finit la manche en cours. Fait que tout le monde joue tous ses points d'action. Puis ensuite, on fait le décompte de points de victoire. Ou si jamais, par exemple, si le joueur bleu s'en vient ici, il va fouiller cette tuile-là, fait qu'il va la ramener dans sa réserve personnelle, il va séparer ses bonhommes en 3 tuiles. Si on révèle une tuile du fond du plateau complètement, fait que je révèle la tuile qui est juste ici, parce qu'elle est toute complètement libérée de tuiles sur le dessus, elle va se révéler automatiquement. On n'aura pas besoin de la fouiller. Comme elle se révèle automatiquement, on va la placer sur le plateau de jeu. Le joueur qui la révèle, moi en l'occurrence, va marquer immédiatement 2 points de victoire et ça va déclencher la fin de la partie. Dans ce cas-ci, si on le déclenche de façon comme ça, chaque joueur joue une dernière fois. Fait que chaque joueur va donc jouer une dernière fois 1 ou 2 points d'action. Fait que lui, il va essayer d'aller chercher probablement une tuile supplémentaire en utilisant ses différents pouvoirs. Le joueur qui a révélé la tuile va jouer également une dernière action, tentant de maximiser ses points également. Peut-être qu'il ferait 1, 2 comme ça ici pour aller fouiller la tuile qui est là puis la ramener à sa réserve. Il ne peut pas parce qu'elle est recouverte de 2 tuiles. Mais bref, il va essayer d'optimiser son mouvement. Puis ensuite, on va mettre fin à la partie et on va passer au décompte de points final. Quand on arrive au décompte de points, on va compter 3 choses différentes. Première chose qu'on va compter, ce sont les cartes décrets. Les cartes décrets peuvent être multipliées, donc on peut les marquer plusieurs fois et on va utiliser tous nos artefacts qu'on va avoir dans notre réserve d'artefacts payants, donc tous les artefacts qu'on va avoir envoyés à la ville pendant la partie. Si on n'a pas envoyé d'artefacts à la ville, ou on va toujours en avoir envoyé, mais ce que je veux dire, c'est que s'il nous reste des artefacts sur notre plateau de jeu personnel, eux autres, ils ne vaudront rien, on ne peut pas les marquer pour les décrets. Dans ce cas-ci, par exemple, les 3 cartes que j'ai pigées, chaque
chaque artefact que j'ai à 2 animaux va me valoir 2 points de victoire. Chaque artefact prismatique va valoir 2 points. Chaque artefact à 1 animal va valoir 1 point. Fait que je vais juste faire, ben ici je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de victoire supplémentaires pour mes artefacts en fin de partie. Si j'avais eu quelques artefacts prismatiques ou si j'avais eu davantage d'artefacts à 2 ou à 1 animal, j'aurais marqué davantage de points. Ensuite, on va aller regarder nos requêtes. Ça, les requêtes, ça va être des cartes qui vont nous appartenir juste à nous. Les cartes décrets, tous les joueurs vont les marquer. Les cartes requêtes, on en a commencé avec 2. On a pris des actions potentiellement pour en piger des requêtes supplémentaires. Chaque requête qu'on réussit à faire va nous rapporter le nombre de points de victoire qui est dans le bas et chaque artefact peut servir à seulement une requête. Par exemple, je vois ici pour si j'ai 2 animaux d'artefacts prismatiques, je vais marquer 5 points. Je vais aller voir dans ce que j'ai marqué. J'ai updaté un petit peu ma piste. J'ai un artefact prismatique ici. J'en ai un deuxième. Je les mets là. Je fais 5 points. Ici, ça me prend, si je regarde lui, 3 animaux d'artefacts jaunes ou blancs. J'ai un blanc ici. J'ai un artefact jaune qui vaut 2 animaux. Je peux le faire lui aussi pour 5 points. Lui, ça me prend 3 animaux bleus. Fait que j'en ai un. J'en ai 2. J'ai un prismatique. Je décide de le faire. Ça fait 3. Lui, ça me prend un bleu, un rouge, un vert. Oh, là, j'en ai pas le bleu. Fait que peut-être que je vais vouloir laisser faire lui pour aller faire celui-là à la place parce qu'il vaut un peu plus cher. Fait que là, lui, je ferais 7 points. Puis lui, je ne réussirais pas à le faire. Donc, je perdrais 2 points. Chaque carte que je ne réussis pas à faire, je perds 2 points. Fait que je ferais 7, 12, 17, moins 2. Je ferais donc 15 points pour mes cartes de requête. Certaines cartes de requête vont faire référence à la forme des artefacts. Fait que la petite barre, là, le 2 tiers de triangle, le triangle complet. Les formes d'artefacts, on les retrouve en bas à gauche. Fait que dans mon cas, dans mes artefacts rouges, j'ai deux formes différentes. Fait que cette carte-là m'aurait rapporté 4 points si je l'avais eu. Les artefacts prismatiques n'ayant pas de forme ne peuvent pas compter pour ce type de carte-là. Après avoir fait le total des cartes décrets, le total des cartes requêtes, on ajoute au point de victoire qu'on a ramassé pendant la partie et celui qui en a le plus l'emporte. Alors voilà, c'était les explications du jeu Ice. Fait que si je commence comme d'habitude avec le matériel, c'est un jeu, ben écoute, c'est un jeu, le principal attrait du jeu, je ne cacherai pas que c'est son matériel. Le plateau à différentes couches de profondeur, ça fonctionne extrêmement bien. C'est pas nécessairement super facile d'aller chercher la première tuile d'un étage parce qu'elles sont relativement serrées. Mais une fois qu'on a une de sortie, après ça se passe bien. Les tuiles sont de bonne qualité, elles sont épaisses, tous les jetons, ça fonctionne bien. Les cartes également, bonne qualité de cartes, j'aime bien ça. Fait que c'est un jeu quand même assez deluxifié. Puis les plateaux personnels, j'aurais aimé ça qu'ils soient double épaisseur pour le jeton de point d'action puis les tuiles d'artefacts, mais c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup d'aides de jeu, il y a différents modes qui sont proposés dans le matériel aussi. Fait que tu as le mode premiers arrivants, la première partie que tu vas jouer. Fait que il y a quand même des choses très très bien faites là, au niveau du plateau de jeu. C'est une grosse boîte, c'est une pas pire boîte, fait que ça va prendre la place dans ton armoire pour un jeu somme toute relativement léger. Fait que voici, c'est quelque chose qui t'intéresse à date à ce niveau-là. Au niveau maintenant des mécaniques de jeu, le bon vieux gameplay, c'est un jeu qui est extrêmement simple. Puis c'est un jeu qui va avoir un bon coup d'entrée étant donné la qualité du matériel. Étrangement, même si c'est pas du tout le même genre de mécanique, ça me fait quand même penser un petit peu à ce qui s'est passé avec Foundation of Rome. Foundation of Rome est selon moi supérieur dans ses mécaniques, mais c'est un peu le même principe. Un jeu très dispendieux parce qu'il y a du très beau matériel, mais avec des mécaniques très simples. Fait qu'un jeu, somme toute, familial. Fait que si je résume, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as un certain nombre de points d'action par tour, 5. Tu peux en dépenser maximum 2 de la fois. Tu essaies de déplacer ton chef d'expédition pour le placer sur des explorateurs, sur des archéologues, pour que tu puisses ramasser des tuiles. Tu essaies de faire différentes collections d'ensemble, fait que tu essaies de ramasser le plus de tuiles possible. Puis tu essaies de regarder, ce que je trouve peut-être le plus intéressant dans la mécanique du jeu, c'est que tu essaies de garder un équilibre entre quelles tuiles tu vas renvoyer à la ville à la fin de chacun de tes tours de jeu pour marquer des points de victoire, puis quelle tuile tu vas garder avec toi pour tenter d'activer les pouvoirs qui sont associés aux différentes couleurs d'artefacts. C'est une décision que je trouve quand même intéressante. Mais c'est un jeu qui est extrêmement simple dans ses actions. Je déplace, je vais chercher des nouveaux objectifs, je téléporte mon chef pour mieux me positionner, puis je fouille. C'est pas mal ça. C'est relativement rare que j'ai fait l'action de surmener, de dépenser des points de victoire pour faire davantage d'actions dans mon tour de jeu. J'ai pas fait ça souvent. Très rarement. Je suis pas sûr que je l'ai déjà fait. Mais tu tournes toujours autour des 4-5 mêmes actions. Fait que c'est un jeu extrêmement simple. Tu vas avoir de la variété selon les tuiles de neige que tu vas piger. Ça va te donner un paquet de petits pouvoirs différents.
Ta faction elle-même te donne un pouvoir que tu peux utiliser soit une fois par tour, soit toutes les fois qu'il se passe quelque chose, selon la faction que tu vas avoir choisie. Fait que c'est vraiment un jeu, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des mécaniques, c'est vraiment un jeu super simple. Fait que est-ce que c'est ce que tu cherches? C'est un jeu très familial, tu vas pouvoir jouer avec la famille, avec les enfants, très facile, puis c'est un jeu qui est quand même un effet de tape à l'œil. Quand tu vois le plateau de jeu avec ses différentes couches de profondeur, tu commences à révéler les tuiles qui sont dans le fond, c'est un jeu qui est très très spectaculaire visuellement. Fait que ça peut être quelque chose qui va t'attirer. Par contre, c'est un jeu que tu vas payer cher pour des mécaniques simples. Il y en a qui n'aiment pas ça comme concept. Moi, je l'aime beaucoup. Jusqu'à date, j'ai joué 4, j'ai joué une 5e partie en solo. J'ai joué 4 fois avec du monde puis une fois en solo. En solo, j'ai trouvé ça très ordinaire, bien honnêtement. C'est une espèce de course contre la montre. Il faut que tu atteignes un certain nombre de points de victoire puis de tuiles révélées en un certain nombre de tours de jeu. Puis que tu essaies de battre ton score ensuite à la partie suivante. C'est pas mon genre de solo que j'aime. Mais compétitif, j'ai trouvé fort sympathique. Est-ce qu'il est répétitif? Oui, dans une certaine mesure. Est-ce que c'est révolutionnaire dans ses mécaniques? Pas du tout. Il y a plein d'autres jeux qui font des trucs similaires ou qui y ressemblent. Mais c'est un jeu qui s'explique rapidement, qui prend pas super de temps à jouer, qui se place étrangement quand même assez rapidement. Tu as beaucoup de tuiles à placer, mais tes pitches là-dedans, tu te shakes un peu puis ça se place à peu près tout seul. Ça se fait bien. Fait que tu sais, très simple, très facile à expliquer, qui se joue assez bien, que la thématique est intéressante puis qu'il y a un effet pop, un effet wow sur le plateau de jeu. C'est quelque chose qui peut t'intéresser. Il en reste quelques copies à gauche à droite. Comme je te dis, c'est un jeu, la version jeu, c'est une version Kickstarter. Fait que c'est une version qui est assez dispendieuse. Peut-être que ça t'intéressera pas de la trouver. J'en ai vu des copies à environ 130-140$ canadiens. Donc voilà, fait que tu sais, pas grand chose d'autre à dire, super simple, tu essaies d'accomplir tes différents objectifs. Ta particularité, là, ta grosse décision, c'est vraiment quelle tuile je garde, quelle tuile j'envoie à la fin de chacun des tours de jeu. Est-ce que je prends une action pendant mon tour de jeu pour en envoyer 4? Tu vas faire ça les 2-3 derniers tours de jeu pour être certain de marquer un maximum de points de victoire. Je rajouterai qu'au niveau de la rejouabilité, ils ont essayé de faire un petit quelque chose. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. En ce sens que la tuile que tu vas révéler à la fin de chacune des parties est associée à une règle spéciale. Fait que quand je dis la tuile que tu vas révéler, je parle de la tuile qui va mettre fin à la partie. Dans l'exemple que j'ai fait, c'est cette tuile-là. Fait qu'en révélant la tuile du fond qui est associée à ça, on a un petit guide de bâtiment particulier qui vient dans le livre de règles, qui ressemble à ci, c'est le guide des édifices. Et chaque édifice qu'on a trouvé dans le jeu est associé à une règle. Cette règle-là va venir modifier le début de la prochaine partie. Par exemple, là, j'ai trouvé l'artefact, la tuile qui est juste ici. Fait que là, je pourrais aller lire qu'est-ce que cet effet-là fait. Puis la prochaine fois que je vais jouer, je pourrais dire « Hey, la dernière fois que j'ai joué, c'est cette tuile-là qu'on a trouvée. Donc, voici une nouvelle règle pour cette partie-là. » Puis à la fin de cette partie-là, on va révéler une nouvelle tuile. Fait qu'on va donc effacer cette règle-là, puis à la partie suivante, on va avoir une nouvelle règle. Ça, j'ai trouvé ça quand même sympathique. C'est une règle hyper mineure, là, genre une espèce de verre de glace qui se promène puis qui bloque du monde, ou des trucs comme ça. C'est une règle très très mineure, mais c'est le fun d'avoir une petite règle qui est différente, qui rajoute quelque chose ou qui change quelque chose pour la partie suivante. Ça, j'ai trouvé ça sympathique. Très mineur, mais très sympathique. Puis c'est pas une chose qui prend beaucoup de matériel, ça rajoute genre 2 jetons et une carte. Fait qu'ils ont juste joué avec le matériel qu'ils ont déjà sur le plateau pour essayer de trouver des petites variantes qui vont se faire. Il y a plusieurs variantes quand tu joues à 2, quand tu joues à 3. Il y a un mode coop qui n'a pas l'air super intéressant non plus. C'est vraiment compétitif que je vois de l'intérêt parce que tu agis sur ce que l'autre fait. Je trouve ça intéressant que tes archéologues, même le chef d'expédition de l'autre joueur, comptent pour ce que tu veux faire à toi. Fait que tu peux essayer de prévoir les mouvements de l'autre. Il est en train de se faire un gros groupe de personnes à un endroit. Si tu réussis à te téléporter ou à y aller rapidement, mais tu vas potentiellement pouvoir t'en servir toi puis creuser à sa place. Il y a des effets de combo qui sont intéressants. Si j'ai beaucoup d'ouvriers sur une tuile, puis je creuse, puis là je descends, puis quand je les sépare, ça en fait 3, ben je vais pouvoir creuser potentiellement gratuitement tout de suite après. Puis si j'arrive là, peut-être que je vais activer une tuile de neige que j'ai gardée, ça me permet de prendre tous mes ouvriers puis de les mettre à la même place au lieu de les séparer équitablement. Donc je vais pouvoir recreuser une autre fois gratuitement. Fait que des fois, tu peux creuser 3, 4 tuiles sur le même tour de jeu. Puis c'est quand même satisfaisant quand tu réussis à le faire. Donc voilà, simple, efficace. Mais c'est ça, peut-être trop simple pour tes envies de gamer pour le prix que tu vas payer pour le jeu. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas payer un jeu 130$ puis avoir un jeu somme toute simple d'introduction de milieu de gamme en termes de complexité. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Ice, si jamais tu tentes de t'en trouver une copie. Et moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Puis si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Facebook, Twitter, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on tente de continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi dans la canicule qui s'en vient.